Merci, merci. Excusez-moi, désolé pour ceux qui sont à distance. Vous avez raté le plus important, le début, mais vous allez rattraper, vous inquiétez pas. Donc, ce DSI d'Agritech, il me dit, bah, effectivement, moi, le problème, c'est qu'à chaque fois que je veux créer un cas d'usage, je dois repartir de zéro. Je n'ai pas de fonctionnalité générique, je n'ai pas de données mises à disposition, bien formatées comme je l'attends. Et même pire, le DSI d'une mutuelle, lui, il me dit, là, en fait, OK, j'implémente mon cas d'usage. Sauf qu'en fait, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que je déploie un nouveau cas d'usage, en fait, ma MCO, elle augmente. Parce qu'en fait, je dois maintenir l'ensemble de mes cas d'usage, ma dette technique, elle augmente. Et en fait, ma capacité d'innovation, ma capacité à générer de nouveaux cas d'usage, elle s'en trouve quand même bien, bien amputée. Et si on veut regrouper quelque part ces constats-là ensemble, je vais faire à chaque fois la mano. Là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment pour ces trois cas de figure-là, mais de manière générale, c'est qu'on est encore dans une approche un peu trop consumériste de la donnée, ou data-driven en anglais. Je vous montrerai un peu un exemple un peu plus tard. Et ce qu'on préconise, nous, c'est plutôt une approche patrimoniale de la donnée. Ça va justement essayer de mutualiser les coûts, d'avoir une synergie dans l'implémentation des cas d'usage, d'avoir une pérennité de la plateforme et de pouvoir avoir une maîtrise sur cette dette technique. Effectivement, si je reprends la vision data-driven, une approche consumériste de la donnée, d'un côté, j'ai mes data, de l'autre côté, j'ai mes usages, et j'ai un besoin. Okay, je dois créer un produit, je dois implémenter un cas d'usage. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter une équipe dédiée. Cette équipe dédiée-là, elle va aller récupérer les données dont elle a besoin, elle va construire son file de données pour pouvoir répondre au cas d'usage demandé et implémenter son produit. En parallèle, j'ai un autre besoin, un autre cas d'usage, et du coup, je vais monter une autre équipe dédiée qui va, elle aussi, en parallèle, faire la même chose. Elle va récupérer, côté des données, ce dont elle a besoin, monter ses flux de données, faire ses fonctionnalités, ses transformations, et produire son cas d'usage. Et encore une fois, on peut itérer de manière infinie. Là, on a une équipe de data scientists qui, elle, va vouloir plutôt faire une approche exploratoire, vouloir croiser les données pour pouvoir faire des POC, des POV potentiellement, et avoir des usages pour répondre à un usage particulier. Sauf que ça, cette approche-là, souvent, très souvent, il n'y a pas eu de concertation dans le déploiement, on va dire, des équipes, dans l'éventualité de mutualiser la manière dont on va aller récupérer les données, les traitements qu'on va appliquer sur ces données-là pour faire du générique. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, on va essayer d'empiler de manière parallèle l'ensemble des équipes et les différents moyens mis en œuvre pour pouvoir répondre à ces cas d'usage-là. Mais en aucun cas, on va rationaliser, on va dire, les efforts consentis par canal. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas la bonne approche. Ce qu'on considère en revanche comme étant une meilleure approche, en tout cas qui va permettre de répondre à une question de l'industrialisation des cas d'usage, et on va avoir plutôt une approche patrimoniale de la donnée, ce que j'ai expliqué un peu avant. Et on a une étape préalable. Avant de faire un lien direct entre les datas d'un côté et les usages de l'autre, on va construire ce qu'on appelle notre patrimoine de données, notre asset data. On va avoir une première étape, mais je reviendrai un peu plus en détail sur le contenu de cet asset data-là. Une première étape de juste récupération des données brutes, de la matière brute. Cette matière brute-là, on va la modéliser en objet d'entreprise, en objet métier, qui va être finalement le reflet du business de l'entreprise. Et on ne va en aucun cas appliquer de règles de gestion sur ces données-là. On va les standardiser, on va les normer, on va les mettre en qualité, mais on va en aucun cas appliquer des règles de gestion dessus. Typiquement, je prends l'exemple d'un indicateur qui peut être le chiffre d'affaires. En fait, ce chiffre d'affaires-là, on a chacun une définition dans la boîte différente, qu'on soit à la compta, qu'on soit au juridique, qu'on soit l'équipe market. Ça peut être un chiffre d'affaires vendu, produit, facturé, livré. Et donc, du coup, cette notion de spécificité de l'indicateur, il ne peut pas se retrouver dans le patrimoine, dans cette data. Il est bien postérieur, il va être utilisé pour les différents usages. Et donc, du coup, on a cette première étape de création de l'asset data. Cet asset data, il va reposer sur un socle de gouvernance de la donnée, de management de cette donnée-là. J'y reviendrai aussi un peu plus tard, mais c'est super important de se dire que ce socle-là, on va le construire dès la mise en place de notre asset data.
pour assurer un bon contrôle et une bonne supervision en temps réel de ce qui se passe dans votre asset data. Et c'est seulement à ce moment-là, qu'on va pouvoir développer les usages. On va pouvoir, du coup, avoir une vision rationalisée des usages implémentés, que ce soit des usages analytiques, des usages digitaux, IA, partage de données, explorateur ou autre. Pour essayer d'illustrer cette différence, moi, je vais vous parler d'un exemple. Ça va être la fusion qui souhaitent, en tout cas qui ont la contrainte d'uniformiser leurs pratiques. Je vais prendre le cas si on considère qu'on adopte une stratégie data-driven pour gérer la fusion de ces deux banques-là. On a une vision data d'un côté et la vision usage de l'autre. Ces banques-là, elles doivent répondre à deux usages bien précis, qui est l'identification à risque et le suivi des actes de gestion. Côté gauche, on a les différentes données, vision métier des banques A et des banques B, les contrats, les actes de gestion des clients. Pour répondre, en tout cas, au premier cas d'usage, il va falloir faire un effort et appliquer des règles de gestion au niveau des données en entrée. On va faire un effort de réconciliation sur les données en entrée et on va appliquer les règles de gestion. Là, pour le coup, on est conforme à l'approche data-centrique. Les règles de gestion, elles ne se retrouvent pas effectivement dans les couches amont, mais bien plutôt au niveau des usages. On va faire aussi un effort de réconciliation pour pouvoir avoir un cas d'usage de suivi d'actes de gestion unifié avec la vision globale des deux banques. Et de la même manière, on peut se dire, on va pousser un peu plus loin. Demain, j'ai un troisième cas d'usage qui va être la détection de la fraude, identifier les clients qui ont des contrats non conformes potentiellement. Et ben, on va devoir, là encore, faire produire l'effort de réconciliation entre les deux sources pour pouvoir avoir une vision unifiée des clients potentiellement fraudeurs des banques A et des banques B. Cet exemple-là, c'est pris avec la stratégie data-driven. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a assez peu de... en tout cas, l'effort de réconciliation, il doit être consenti à chaque cas d'usage. Et à l'inverse, si je prends l'approche data-centrique, où là, je parle de data table, donc modélisation des objets d'entreprise, vision reflète le métier de la banque. C'est au niveau des data tables que je vais faire mon effort de réconciliation entre mes différentes sources, entre mes deux SI de mes banques A et mes banques B. Donc, je vais faire un effort de réconciliation pour unifier ma vision contrat, unifier ma vision gestion, unifier ma vision client. Et une fois que j'aurai fait cet effort-là, et bien finalement, il va bénéficier, il va synergiser avec tous mes cas d'usage en aval. Et là, ce qu'on voit, de la même manière, les règles de gestion, elles sont déportées au niveau des usages, en aucun cas au niveau des data tables. Puisque la règle de gestion spécifique à ce cas d'usage, qui est l'identification des contrats à risque, elle n'a pas d'utilité à être présente dans la data table, parce que ça nécessiterait du coup un maintien supplémentaire d'une donnée qui est spécifique à un cas d'usage et ça augmenterait la dette technique au niveau du modèle de données et des data tables. Et donc là, ce qu'on se dit, eh ben, je reprends l'exemple, on veut faire un cas d'usage d'identification des clients fraudeurs, et on pourra directement se plugger sur les contrats et les clients vision unifiée. On aura rationalisé cet effort de réconciliation. Et c'est en ça où, du coup, l'approche data-centrique permet d'avoir une plateforme data qui, elle, mutualise les coûts, a une maîtrise sur la dette technique et permet de produire rapidement, de déployer rapidement ces cas d'usage. Est-ce que c'est bon pour vous pour le moment? Est-ce que c'est clair? OK. Donc, on a répondu à la question pourquoi industrialiser les cas d'usage? Et maintenant, c'est très bien, mais maintenant, comment on fait? Comment industrialiser la fabrication des cas d'usage? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'opérer un parallèle entre le monde de l'industrie automobile, son histoire, et le domaine de la data, parce qu'il y a pas mal de similitudes et ça permettrait aussi d'appuyer, d'étayer mon propos. Et pour commencer, on va poser, on va dire, des macro-concepts pour qu'on soit sûr de bien tous comprendre. Donc, d'un côté, je vais avoir sur mon parallèle dans l'industrie automobile mon usine de fabrication des voitures. Le parallèle, c'est la plateforme data dans un écosystème data.
Et de la même manière, un modèle de voiture, ça correspond à un cas d'usage dans l'écosystème data. Okay. Alors, on va remonter un peu dans le temps, début du XXe siècle. En 1908, très exactement, Henry Ford implémente un nouveau modèle d'organisation, un nouveau modèle d'entreprise, à l'occasion de la production d'un nouveau modèle à l'époque, qui était la Ford T. Ce modèle d'organisation, c'est ce qu'on connaît sous le nom de Fordisme. Et en fait, le Fordisme, il repose sur 3 grands principes. Le premier principe, c'est la division du travail. Division du travail verticale, on va séparer les étapes de conception et de réalisation. Et une division du travail horizontale, on va parcelliser les tâches, on va découper, paralléliser les tâches, notamment du fait de l'apparition des lignes de montage et du principe de travail à la chaîne. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, ça va être la standardisation des procédés, des pièces, pour faire de la fabrication en grande série, à plus bas coût, et avec des pièces interchangeables. Deuxième principe. Troisième principe, ce principe-là, c'est qu'il a augmenté le salaire de ses employés. Donc ça, c'est ce principe-là. Je ne vais pas forcément en beaucoup plus, je ne voudrais pas me fâcher avec vous. On va retenir plutôt les 2 premiers principes de division du travail et standardisation. Comment ça se décline au niveau de l'usine? Et bien, en fait, ça a été l'usine, on a commencé à implémenter, à construire des lignes de production automatisées, sur lesquelles finalement la matière brute rentre, commence à se transformer. On va suivre l'ensemble des mêmes étapes pour chaque produit fini. On va appliquer les mêmes transformations. On va standardiser les actes sur la chaîne de production pour pouvoir avoir une qualité, en tout cas un produit fini de qualité. Et c'est ce qu'on voit ici. Effectivement, le modèle de voiture, il est défini par la ligne de construction, par la ligne de fabrication. Et finalement, il va produire systématiquement le même input. Parce que du coup, on a standardisé et on a défini un procédé de fabrication de cette voiture. Si je reviens dans l'écosystème data, et là, c'est la même chose. En fait, si je refais un focus sur votre asset data, on va séparer les tâches. On va, d'une part, diviser le travail. On va faire une première étape d'ingestion des données. On va récupérer les données brutes, aucune transformation dans ce qu'on appelle les raw data. On va pouvoir les historiser. Et ensuite, deuxième étape, à partir de cette matière brute, à partir de ces données brutes, on va modéliser l'ensemble de ces données en objet d'entreprise, capable de représenter la réalité économique. Sur ces objets d'entreprise-là, on va appliquer un certain nombre de traitements, on va standardiser les données, on va les normaliser, on va les mettre en qualité pour tout simplement mettre en place, nous, notre propre ligne de production, mais data. C'est bon? Monsieur, super. Ça, c'est le premier pilier de comment on industrialise la fabrication des cas d'usage avec un procédé de fabrication bien défini, donc avec un asset data bien défini. Deuxième pilier, on va mettre en place ce qu'on appelle un cockpit de supervision. Je reviens dans mon usine chez Ford, on a fait un petit bond dans le temps, on est plutôt dans les années 80-90. Dans les usines récentes de l'époque, on a tout partie de l'usine, des machines-outils, de la chaîne de production qui est automatisée, qui est informatisée. Et se pose la question de mettre en place un pilotage centralisé de cette usine, de ces chaînes de production-là, toujours dans l'optique de maximiser la production et de réduire les coûts. Comment ça se traduit? En fait, ce logiciel de pilotage de la production, ou Manufacturing Execution System en anglais, et bien, en fait, il va collecter en temps réel l'ensemble des données disponibles dont il va disposer de son usine, des éléments de son usine, de sa chaîne de production, dans l'optique de pouvoir piloter la traçabilité, la mise en qualité de ce qui s'y passe, du procédé de fabrication de son automobile, et de pouvoir aussi gérer tous les aspects maintenance, préventive, curative, prédictive. Je prends un exemple. Une machine qui a été achetée il y a une dizaine d'années, il y a plus de chances, il y a plus de risques que cette machine tombe en panne là.
Donc, l'objectif, c'est au travers des données issues de cette machine-là, qu'on puisse, dans le meilleur des cas, prédire une survenance de panne, ou en tout cas anticiper le plus possible une panne pour pouvoir intervenir rapidement, et donc du coup pour limiter le temps d'interruption de cette chaîne de production. Ça, c'est l'intérêt du MES, c'est de pouvoir piloter au plus fin et en temps réel sa chaîne de production, toujours dans le type de maximiser son rendement. Et un deuxième exemple, on pourrait se dire, OK, le fournisseur de Ford, un fournisseur de Ford contacte l'usine en disant OK, écoutez, désolé, on a le lot de pièces détachées qu'on vous a fourni qui est nécessaire à la fabrication des poignées de vos portières. En fait, il est non conforme, il n'a pas passé nos tests. Il va falloir que vous rappeliez vos voitures. Et de la même manière, le MES, il est en capacité assez rapidement d'identifier le lot de pièces défectueuses et de pouvoir effectuer la traçabilité et d'identifier du coup l'ensemble des voitures qui contiennent du coup ces pièces défectueuses et donc du coup derrière procéder aux campagnes de rappel pour remettre en qualité, en tout cas remplacer les pièces et remettre sur le marché les voitures qui auraient été défectueuses. Voilà l'intérêt du MES, en tout cas les applications, quelques applications du MES dans le monde de l'industrie. Et en fait, ça va être la même chose dans notre usine à data, dans notre plateforme data. On va installer un MES, un métamodèle, une approche qu'on a implémentée chez Jess. L'objectif de ce MES, c'est tout simplement de piloter, de superviser en temps réel et de manière continue tout ce qui se passe dans votre plateforme de données. En fait, vous allez être en capacité de suivre tous les flux qui sont changés dans votre plateforme de données, de les loguer, de les consigner, de pouvoir identifier l'ensemble des transformations qui ont été appliquées dans vos données, pour de la même manière pouvoir être très réactif si jamais il y a un incident, ou en tout cas d'assurer une traçabilité exhaustive et d'avoir une vision fine de l'activité de votre data plateforme. Ce qu'on a fait aussi, on l'a rendu suffisamment générique pour qu'il puisse être en capacité de communiquer, aussi bien de récupérer les informations, les métadonnées de la plateforme de données, mais aussi de communiquer avec des outils de gouvernance de données. L'objectif, c'est, au travers d'API avec du format du JSON, c'est de pouvoir alimenter un outil de data gouvernance pour pouvoir mettre à jour des informations, des notions de dictionnaire de données, des informations de lignage de la donnée, de data model, pour pouvoir, on va dire, assurer le volet gouvernance de la donnée. Ce qu'on a dit, c'était super important de le faire dès la mise en place de cet asset data-là. Pourquoi je vais prendre l'exemple inverse, c'est que souvent, les sujets d'implémentation d'une gouvernance de la donnée, moi je constate souvent ça chez mes clients, c'est souvent fait a posteriori. En gros, on a un client qui se dit OK, bon, j'ai à ma disposition un patrimoine de données plus ou moins organisé. Je sais à peu près ce que j'ai dans mon patrimoine de données. Je ne suis pas certain de toutes les données que j'ai, des transformations qui sont sur mes données. Et je ne suis pas du coup certain de leur qualité, je ne suis pas de leur fiabilité. Donc du coup, se lance un projet de mise en qualité d'un périmètre de données considéré. Un effort considérable va être consenti pour justement remettre à jour le dictionnaire de données, bien identifier les différentes étapes de transformation, comme le lignage, etc., etc. Pas forcément toujours ultra successful. Ça demande un énorme effort. Et en plus, le pire, c'est que du coup, ça permet simplement d'avoir une photo à un instant T disons, à peu près clean de votre patrimoine de données. Souvent, ce qu'on constate, c'est que s'il n'y a pas l'organisation qui est bien mise en place pour faire évoluer en même temps que le patrimoine de données les notions de data gouvernance telles que le dictionnaire, le linéage et autres, et bien, ce qu'on constate 6 mois, 1 an après, on est déjà sur une dérive de la vision qui est présente dans l'outil de data gouvernance versus la vision réelle de ce qui se passe dans votre data platform. C'est pour ça que c'est super important de l'implémenter dès l'initialisation, dès la création de votre data platform, parce qu'en fait, on n'a pas une photo, mais en fait, on a un film temps réel de tout ce qui se passe en permanence dans votre asset data. Et donc, du coup, on peut se rejouer le film en permanence et on a une vision systématique, up-to-date, de ce qui se passe dans votre données. Voilà l'intérêt d'implémenter un cockpit de supervision AMS dans votre data platform.
et d'avoir un pilotage ultra fin, temps réel et toujours à jour de votre patrimoine numérique. Alors, n'hésitez pas, hein, je parle beaucoup, je sais, mais c'est à moi de parler. Mais si vous avez des questions, je peux y répondre. C'est bon pour vous? OK. Ça, c'était le deuxième pilier, le cockpit de supervision. Troisième pilier, je reviens encore une fois, comparaison avec l'industrie, l'usine de fabrication de voitures. Là, on a le pilier de l'usine modulable et automatisée. On peut faire un petit saut dans le temps. Les nouvelles usines, aujourd'hui, elles sont quasiment intégralement robotisées, intégralement automatisées. Les machines communiquent entre elles. Et tout ça, dans l'optique, la finalité, c'est de répondre, en tout cas d'être réactif quand on a un nouveau besoin qui va survenir. L'équipe de designer a validé un nouveau modèle de voiture. Eh ben, on doit être en capacité de rapidement modifier la structure de nos lignes de production à l'intérieur de l'usine pour proposer une nouvelle ligne de production qui soit en capacité de rapidement répondre aux besoins de créer et de construire une nouvelle voiture. On a aussi un autre exemple, c'est OK, j'ai un modèle de voiture, je vais vouloir lui rajouter une option ou j'ai besoin de modifier légèrement la structure du véhicule. Et ben, je vais être aussi en capacité rapidement de modifier ma ligne de production pour pouvoir la redéployer de manière automatisée, de mettre à jour, s'il faut, les softwares des différentes machines, types de chaînes de prod, pour pouvoir être très réactif. Là, c'est la même chose sur la plateforme data, sauf que là, du coup, c'est tout ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. L'objectif, c'est de fournir un certain nombre d'outils qui permet d'avoir un déploiement automatisé, ou en tout cas d'avoir des composants qui se redéploient de manière automatisée. On ne va plus passer du temps à approvisionner des serveurs, des VM, à définir les ressources nécessaires, à définir les aspects gestion de la sécurité, configuration réseau et autres. L'objectif, c'est d'encapsuler ça dans des scripts et qu'on puisse redéployer rapidement l'infrastructure de votre plateforme de données pour gagner énormément de temps et de pouvoir être réactif. Là, je vous ai cité quelques exemples. On a pour pouvoir justement réaliser ce genre d'opération, on utilise souvent Terraform, qui est un outil open source, Ansible pour le déploiement logiciel. Et tout ça, ça intervient dans une démarche DevOps. L'objectif, c'est qu'on ait une vision industrielle du déploiement ou du redéploiement des différents composants de votre data platform. Un exemple concret, c'est OK, j'ai une data platform qui est aujourd'hui qui répond à des besoins en France. En fait, j'ai besoin de déployer grosso modo la même infrastructure dans un autre pays, en Chine, aux États-Unis ou autre. Le corps de cette infrastructure, il va être très similaire. Il ne va y avoir que des ajustements sur peut-être les couches un peu plus fonctionnelles, sur les règles de conformité, les spécificités du pays qui vont s'appliquer, mais l'infrastructure en elle-même, elle va être identique. Ça, c'était le troisième pilier. Donc, en fait, les trois piliers, là, on a une plateforme, on a un procédé de fabrication, on a notre patrimoine de données qui est bien modélisé. On a un MES qui permet de piloter en temps réel ce patrimoine de données. On a encapsulé tout ça dans une infrastructure qui permet d'être ultra réactive, qui se met à jour et qui se déploie de manière automatisée. On est au top côté techno, côté infra, et ben maintenant il va falloir passer à l'étape cruciale qui est la fabrication des cas d'usage. Et là, on en vient au volet organisationnel, au volet humain. Et d'expérience, ce qu'on constate, c'est qu'une organisation qui est efficace justement pour pouvoir implémenter, déployer des cas d'usage de manière rapide et pérenne dans le temps, eh ben, elle se centre autour de ce qu'on appelle la core team. La core team, c'est l'équipe qui va, elle, être en charge du maintien en conditions opérationnelles de la data platform. C'est elle qui va être responsable de l'interfaçage avec le TI, de faire évoluer, de mettre à jour, de garder à jour ce patrimoine de données-là et de faire en sorte que l'ensemble des données du patrimoine de données sont bien accessibles et sont bien consommables.
La core team, elle a une particularité, c'est qu'elle est vraiment agnostique des usages. Elle se doit de ne garder que la vision patrimoine de données, peu importe les usages qui en sont faits. Ça va être plutôt de la responsabilité des feature teams qui vont venir s'accoster le temps du projet ou de manière pérenne. Ça va être aux feature teams, à elles, d'implémenter le cas d'usage. Et on va se passer avec la core team pour dire, OK, moi j'ai ces données, j'ai une feature dédiée au marketing, j'ai un cas d'usage sur la segmentation client. Je vais travailler le temps du cas d'usage avec ma core team pour pouvoir trouver les bonnes données, pour pouvoir m'alimenter avec une équipe pour pouvoir répondre à mon besoin de segmentation client, pour pouvoir avoir un meilleur ciblage dans mes campagnes marketing. On peut décliner l'ensemble de feature teams soit par des directions teintées direction métier ou teintées digitales ou feature team vraiment transverse avec plusieurs métiers pour un cas d'usage complexe. Ça, c'est ce qui permet l'organisation humaine qui permet d'exploiter le plein potentiel en fait, de la plateforme de la donnée. Un dernier aspect sur comment exploiter au maximum le potentiel de cette plateforme de données. Côté jaune, c'est le périmètre qui est dévolu à la core team, s'assurer qu'on est en permanence OK sur la partie raw data table, modèle de données métier. La partie en haut à droite, elle est plutôt dévolue au feature team. On a un accès privé, on va dire, des données, du patrimoine de données pour l'implémentation des usages, avec une interaction core team versus feature team. Et ce qu'on voit en bas à droite, c'est plutôt une notion de marketplace. L'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, on a la core team qui est agnostique des usages et qui se doit de mettre à disposition des données par topologie métier. On peut imaginer qu'elle a un comptoir de données relatif à des données RH, relatif à des données comptables, relatif à des données produits ou autres, sans forcément se préoccuper du cas d'usage qui va y avoir derrière. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on mette à disposition ces différents comptoirs de données à des personnes habilitées, bien évidemment, au sein de la boîte, pour pouvoir faire ces croisements. A priori, on ne connaît pas la finalité, mais pour faire potentiellement émerger de nouveaux cas d'usage. Donc on a la possibilité de travailler de manière structurée avec des feature teams pour répondre à des cas d'usage clairement identifiés par le métier. Et on peut aussi être, on va dire, un peu plus en exploratoire, avec une vision, voilà, comme je le dis, comptoir de données, se dire, OK, j'ai des grandes notions de famille de données métiers que je peux exploiter, que je peux croiser pour potentiellement faire émerger de nouveaux usages. Donc finalement, en définitive, on a vu comment industrialiser la fabrication de vos cas d'usage. La synthèse, c'est que, ce qu'on se dit bien là, c'est que ce n'est pas juste construire vos cas d'usage, mais bien construire l'usine, si je reprends encore une fois le parallèle avec le monde automobile, en tout cas construire votre data platform qui va permettre de fabriquer vos cas d'usage. Et cette data platform-là, elle repose sur les 4 piliers, au risque d'insister lourdement, un procédé de fabrication bien établi, la modélisation de votre asset, de votre patrimoine data, un cockpit de supervision qui va pouvoir en temps réel monitorer tout ce qui s'y passe, une usine déployée avec des composants automatisés, tout ce qu'on appelle l'IAC, et un volet un peu plus humain organisationnel qui est comment au sein de votre organisation vous allez maximiser le potentiel et l'usage intensif de vos données. Je vais parler maintenant. Je voudrais être sûr que vous avez bien compris. On va faire une petite interro surprise. Alors, en résumé, pour industrialiser, j'enfonce le clou. Il faut quoi? Il faut avoir une approche data-centrique. Bravo. Une core team. Quelle est par rapport aux usages? Bravo. Quand est-ce qu'il faut considérer la gouvernance de la donnée? Franchement, vous êtes très bon. Ça fait plaisir. Je vois que vous avez super, super. Et là, c'est pour vous donner un peu le ROI. Être data-centrique, selon vous, c'est réduit par combien le temps de mise sur le marché des usages? C'est réduit par 1000. Non, je déconne. Il ne faut pas abuser. Effectivement, ça réduit par 2.
le temps en moyenne. Ce qu'on constate, en moyenne, ça réduit par 2 le temps de mise en marché de vos cas d'usage. Voilà, ça a été c'était pour BPI France. Au début du Covid, on avait travaillé avec BPI France pour justement la partie amont, la création de leur data platform, la mise en forme de leur patrimoine de données avec une modélisation conforme à l'activité de BPI. Et au moment du Covid, l'État a dit « OK, il faut que vous me portiez le cas d'usage pré-garanti par l'État pour l'ensemble des sociétés et très rapidement. » Et là, ce que nous a dit BPI France, c'est que avant la data platform, ils l'auraient fait en 3 mois, et là, ils ont été en capacité de le faire en 3 semaines. Donc là, on a une réduction de par 2, mais par 4, si vous voulez, du temps de mise sur le marché du cas d'usage. Voilà. Mais grosso modo, ce qu'on constate en moyenne, c'est plutôt réduction du temps par 2. Et la question bonus, pour ceux qui sont vraiment très très forts, ou alors qui ont des enfants en bas âge, de quel dessin animé est tirée la voiture cas d'usage? Bravo, vous êtes au top. Super, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que je vous ai à peu près gardé en vie et actif. J'ai l'impression que vous avez tout compris, mais peut-être que vous avez quand même des questions. Oui. Il y a un moment, oui, tout à fait. Ça génère ça dans les on voit qu'on a quand même un peu assez ralenti avec des équipes. Le contrat data, dans certaines façons, il est assez il peut être modifiable pour un autre outil. N'importe quelle forme de. Ouais, l'idée, c'est que vraiment, on puisse exposer le plus possible ce qui est contenu dans le modèle de données. Après, il y a bien évidemment quand même une couche de gestion des habilitations et de sécuriser l'accès à ces données-là. J'imagine qu'on ne peut pas donner un accès aux données RH à n'importe qui. Enfin, voilà, il y a quand même ces notions à considérer. L'idée, c'est bien si je reprends encore une fois l'exemple du groupe Renault, l'idée, c'est de pouvoir générer le maximum de valeur sur ces données-là. Et donc, le fait de pouvoir les mettre à disposition, le fait de pouvoir les rendre disponibles pour des gens qui ont a priori des idées à peu près précises et qui voudraient compléter, je ne sais pas, leur vision très fine de leur process, de leur activité avec une vision complémentaire pour pouvoir aller un peu plus loin dans leur process, générer potentiellement plus de valeur, l'intérêt est clairement là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer de, peut-être le terme n'est pas bon, mais d'avoir des topologies. Voilà, du coup, on est de questions-réponses. Je pense qu'en 10 minutes, ce sera bon. Donc, l'idée, c'est de mettre en place effectivement des comptoirs de données sur des topologies pseudo-métiers ou fonctionnelles pour que les personnes puissent avoir une vision claire de OK, qu'est-ce qui se trouve dans la compta, à quoi j'ai accès, etc. Pour marketer, en fait. Ouais. Parce que allez voir ce qui s'y trouve, vous trouvez votre bonheur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Le chat a disparu. Oui. MES, ouais. Parler de cockpit, en fait, de supervision. Alors nous, on ne vient pas avec un logiciel directement intégré. Le MES est plutôt un accélérateur du déploiement de la plateforme. On vient avec des bonnes pratiques, avec des outils. Il n'y a pas, c'est pas estampillé James, mais c'est grosso modo l'approche qu'on veut avoir, c'est être un accélérateur au déploiement de la data platform. Oui. Alors, on est d'accord hein, que le MES ne remplace pas les outils de gouvernance. En tout cas, il les alimente, il s'en sert. Et là, ce qu'on a voulu vraiment présenter, effectivement, c'est que le MES, ce métamodèle-là, il est interfacé avec des outils dédiés de FDM et de data gouvernance.
L'idée, c'est d'avoir une vision référentielle propre et clean, on va dire temps réel, de ce qui se passe dans votre data platform. Donc, on ne va pas remplacer le MES par une solution DMDM, et c'est complémentaire. Voilà, ça vient alimenter le MES. Écoutez, si c'était clair pour vous, c'est génial, c'est génial. Mais en tout cas, voilà, l'idée, n'hésitez pas. Si vous avez des questions un peu plus et que vous voulez prendre un peu plus le temps, le stand de James, on est juste au milieu, au pied des escalators. On se fera un plaisir. On est là toute la journée de toute façon. Donc, on se fera un plaisir de discuter avec vous de votre potentiel data platform. Et si elle coche déjà les 4 cases, très bien. Dans ce cas-là, on pourra discuter, et on sera content. Et même si ça ne coche pas les 4 cases, on sera un plaisir de discuter et de voir ce qu'on pourrait améliorer. Merci à vous. Ah oui, pardon. 17h. On fait un quiz sur notre stand avec un super lot à gagner qui est voilà. Un petit Kahoot, vous aurez juste à vous connecter sur le Kahoot, des petites questions, et le meilleur repart avec un chèque cadeau et avec ma reconnaissance éternelle. Merci.